Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de votre balado Gotchard. Un épisode encore une fois assez chargé, on va le dire, parce qu'on a beaucoup d'actualités, mais surtout des essais particuliers. Le mien, en tout cas, est un peu unique. C'est une voiture dont je me doute que vous ne prendrez jamais le volant, mais c'est toujours agréable d'en parler, surtout pour moi qui l'ai essayé. C'est la première Rolls-Royce 100% électrique, la Rolls-Royce Spectre. Moi, de mon côté, je vais parler d'un véhicule que vous avez probablement plus de chances de conduire dans votre vie, le Hyundai Santa Fe de nouvelle génération, que j'ai eu la chance d'aller essayer en Colombie-Britannique. Encore une fois, hein, vous allez me dire, c'est la troisième fois qu'on en parle dans la dernière année, mais j'ai bien hâte de vous en parler. Moi, c'est William Bouchard. Et moi, c'est Marc Bouchard et vous écoutez Gotchard. Alors oui, William, tu t'es encore tapé la Colombie-Britannique, pauvre de toi. Ah, il faisait froid quand même, il faisait froid. Ouais, C'est pas des blagues. attends, je vais pleurer un petit peu là. Mais bon, évidemment, c'est allé essayer un véhicule. Moi, j'ai pas pu y aller. C'est un véhicule que j'ai bien hâte d'essayer. C'est le nouveau Hyundai Santa Fe 2024. Mais avant de te laisser toute la place, si tu permets, parce que je pense que c'est un véhicule dont tu as beaucoup à dire, hein, un véhicule qui vaut la peine. Beaucoup de nouveautés quand même aussi. Belle nouveauté. Moi, je vais te parler brièvement d'un essai que j'ai eu l'opportunité de faire dans la région du Mont-Tremblant. C'est le genre de véhicule que l'on essaie à peu près jamais. Occasionnellement, là, on l'a. Et là, dans ce cas-ci, j'ai eu la Rolls-Royce Spectre. Il faut dire que j'ai eu l'occasion dans la même journée d'essayer 3 modèles Rolls-Royce. La Ghost, le Cullinan, qui est le gros VUS, et la Spectre. Les deux premiers, sont dotés d'un moteur complètement fou. C'est un V12, 6,75 litres. On en reparlera peut-être une autre fois. C'est peut-être moins le sujet. Celui qui m'intéressait, le modèle qui m'intéressait vraiment, c'était la Spectre, parce que c'est une voiture, écoute, c'est vraiment une voiture d'exception à plein de niveaux. Voiture d'exception d'abord en termes de dimension, ça fait 5,45 mètres de longueur. OK? L'empattement seul de ce véhicule-là est de 3,2 mètres. Écoute, il y a quasiment des autos. C'est plus long qu'une Smart. C'est pas compliqué, là. Entre les deux roues, c'est plus long qu'une Smart. La portière, qui est une portière suicide, hein, non, j'aime pas le mot suicide, à ouverture inversée, disons. Souvent, chez Rolls-Royce, on a ça à l'arrière. Mais là, comme la Spectre, c'est un coupé deux portes, évidemment, ce sont les portes avant qui s'ouvrent inversées, mais la porte fait 1,5 mètres de longueur. Ça donne une idée de la dimension du véhicule. C'est gigantesque, ça n'a pas de bon sens. Évidemment, c'est une Rolls-Royce avec tout ce que ça implique en termes de qualité de finition, de matériaux incroyables, de personnalisation aussi, parce que il y a un programme chez Rolls-Royce qui s'appelle Bespoke, où on dit 80% des véhicules passent par le Bespoke, donc sont personnalisés aux besoins de son acheteur. Par exemple, la Spectre que moi j'ai essayé avait l'intérieur en cuir bleu pâle. Je suis pas sûr que tu trouves ça nécessairement, de série comme ça. Donc, ça, c'est un des éléments. Ajoute à ça toutes sortes d'autres facteurs. Et la Spectre elle-même, c'est un véhicule qui a été pensé pour être le plus efficace possible en matière d'électrification. Quand je te parle de plus efficace, c'est surtout au niveau de l'aérodynamisme. On a misé très fort sur des éléments, des détails, mais vraiment des détails. La calandre, par exemple, qui est une calandre active qui te permet de moins avoir de friction dans l'air. Même chose au niveau du design des roues qui a été conçu expressément pour limiter la friction. On a, parce que c'est une voiture électrique avec 102 kWh de batterie, des grosses batteries, c'est près de 600 kg, mais on a été capable d'enlever presque l'équivalent en poids en termes de matériaux isolants, insonorisants. Parce que, évidemment, le moteur est totalement silencieux. Et déjà, une Rolls-Royce, c'est très silencieux, avec des vitres doubles, mal laminées et tout ce qui vient avec. Donc, on a été capable d'éliminer une partie de ce poids-là. Malgré tout, on parle d'un véhicule qui pèse 2990 kilos. C'est pesant. C'est plus de 6 Ça 000. doit être le prix moyen, le poids moyen plutôt d'une Rolls-Royce. Mais tu vois, j'ai le prix en tête, hein, j'ai le prix en ce moment. Plus tu m'en parles, plus c'est à ça que je pense. Hein? Oui, attends, tu vas l'avoir tantôt, le prix.
Évidemment, ajoute à ça d'autres détails, comme, tu sais, la petite madame qui est sur le bout du capot, qu'on appelle le Spirit of Ecstasy. C'est une figurine qui est là depuis des années, qui caractérise les Rolls-Royce, tellement d'ailleurs qu'on a mis dessus, depuis quelques années, un système anti-vol. Donc, quand tu essaies de partir avec, elle se dissimule d'elle-même à l'intérieur du capot, automatiquement. Et pour avoir essayé, là, tiens-la pas trop serrée parce que la main va te partir. Et sauf qu'on a redessiné ce personnage-là pour limiter la friction. On a mis jusqu'à 820 heures de soufflerie pour être capable d'avoir un design plus efficace. Le résultat, c'est un coefficient de friction qui est de 0,25. Ça, là, c'est plus bas qu'une Porsche 911. Pour une voiture de cette taille, de cette dimension et de ce poids-là, c'est exceptionnel. Évidemment, on a toutes sortes d'autres détails. Bon, la qualité des matériaux, je l'ai parlé, mais au plafond, par exemple, tu as ce qu'on appelle le ciel étoilé. C'est un peu plus de 4000 lumières d'ailes qui sont réparties un peu partout et qui représentent une constellation. Tu peux, si tu veux, avoir le portrait de ta propre constellation au jour et à l'heure de ta naissance. Bon, je dois t'avouer que dans le ciel ordinaire, je ne suis pas capable de reconnaître la grande ours. Fait que pour moi, ce ne serait pas un attrait particulier, mais pour certaines personnes, c'est le summum de la personnalisation. Voyons donc. Ajoute à ça un système sonore complètement fou, des boiseries évidemment uniques. Bref, c'est la totale. Tu as dans les portières un parapluie Rolls-Royce qui vaut à lui seul à peu près 1000 $. C'est vraiment le summum, mais c'est aussi le summum au niveau technologique. Summum au niveau du moteur électrique, 586 chevaux, 664 livres-pieds de couple. C'est absolument fascinant, bien entendu. Ce qui se passe, en fait, c'est que tu te retrouves au volant d'une voiture qui a en plus les 4 roues directionnelles. Hein. Donc, même si c'est gigantesque, ça se déplace comme tu veux. Et c'est une voiture qui se conduit comme une voiture, comme une vraie Rolls-Royce. La portion électrique, elle est accessoire, je te dirais, dans ce cadre-là, puisqu'on n'a pas vraiment la sensation qu'on est dans une électrique. Donc, c'est vraiment un véhicule assez exceptionnel à conduire. Le 0-100 se fait en 4.2, c'est rapide pour une voiture de ce poids-là, mais c'est pas à t'en décrocher la mâchoire. Les places arrière ne sont pas les plus spacieuses à cause du toit qui est très coupé, évidemment. Il y a quand même 7 km de fil sous le capot de ce véhicule-là pour assurer tout ça. Et ça vaut, la modique somme, celle que moi j'ai essayée, de 766 000 Ah, que ça! que Que ça. ça! Faut quand même dire qu'il y avait un 10 là-dedans qui était la taxe de luxe. Là. Donc, mets 650 000 si tu veux pour le véhicule. Mais tu sais, c'est vraiment des voitures d'exception. Est-ce que je m'en achèterais une? Écoute, je n'ai clairement pas les moyens de ce genre d'affaires-là. Mais De quoi tu parles? Le podcast rapporte pas plusieurs millions par année comme ça pour qu'on s'achète des Rolls-Royce? peut-être à quelqu'un, mais pas à moi, en tout cas. Mais bref, c'est vraiment une expérience exceptionnelle et c'est vraiment là le summum du summum en termes de qualité de finition. Petite déception, c'est 420 km d'autonomie seulement. Mais évidemment, compte tenu du poids et de la puissance, on pouvait s'y attendre. Mais c'est quand même une voiture exceptionnelle. Écoutez, je le sais là, que c'est le genre de voiture que vous n'achèterez probablement pas, que vous ne verrez peut-être même jamais en vrai, mais je pense que ça vaut la peine d'en parler parce que c'est une finesse technologique. Juste les suspensions là-dedans, on appelle ça le Magic Carpet, le tapis magique. Pourquoi? Parce qu'il y a comme 3 modes de suspension. Tu as les amortisseurs traditionnels, hein, on les connaît, ça existe sur toutes les voitures. Mais ajoute à ça l'usage, par exemple, intelligent du GPS et des capteurs de la voiture. Donc, en utilisant le GPS, la voiture est capable de savoir qu'il s'en vient une courbe. Donc, elle va ajuster ses suspensions en conséquence. Et les capteurs, les caméras et tout ce qui vient avec lisent l'asphalte et sont capables de voir les trous et donc d'aménager les amortisseurs en conséquence. Rajoute à ça, excuse-moi, un petit amortisseur. C'est un peu, je simplifie là parce que c'est pas comme ça, mais c'est comme si on avait mis un petit amortisseur sur le gros amortisseur. Donc, tu as un premier amortissement, tu as un second amortissement, en plus d'avoir tout ça programmé par électronique. Tu roules littéralement sur une table de billard. C'est absolument fabuleux. C'est une expérience. C'est vraiment une voiture qui est exceptionnelle.
Écoute, j'étais très heureux de pouvoir en faire l'essai et je pense que c'est probablement une des meilleures voitures électriques sur le marché actuellement, mais bien Je entendu, l'espère, là, comme mais bien entendu à un à prix qui 100 est 000. à un prix qui est un petit peu en dehors de mon budget. Toi, par contre, tu vas me parler d'un véhicule que j'ai très hâte d'essayer et qui, lui, serait peut-être plus dans mon budget. Oui, définitivement plus dans ton budget. Ici, c'est pas dans ton budget, c'est du moins dans le budget de pas mal plus de gens. Effectivement, je te parle du Hyundai Santa Fe 2024. Donc, c'est la 5e génération là, du Santa Fe. Quand même, c'est un véhicule qui est sur le marché depuis au-dessus de presque 25 ans, disons. Là. Donc, on commence à s'y habituer. Mais quand on regarde la nouvelle version du Santa Fe, on le reconnaît pas du tout. Là. C'est pas du tout la même, la même structure. C'est beaucoup plus angulaire, c'est beaucoup plus carré. Moi, personnellement, j'aime bien ça, la silhouette. Là. Je suis Il y a des d'accord avec gens toi. il y a des gens qui ont plus ou moins aimé là, sur le voyage, pour ne pas les nommer, mais je sais qu'il y en a qui étaient mitigés, mais du moins, moi, ça fait l'effet plus que l'ancienne génération, là, je sais pas pour toi, Ben oui, mais oh, définitivement. Là. Écoute, c'est beaucoup plus recherché, le design est beaucoup plus beau, et il y a des petites allures de plus gros VUS qu'on connaît bien aussi. Là. ben, c'est ce que je m'en allais dire exactement parce que il y a une rangée qui s'est rajoutée. Hein, maintenant, c'est un 7 passagers. Sur toutes les versions, du moins, les deux qu'on avait essayé aussi, là, plutôt l'Ultimate Calligraphy seulement, pas la XRT, avait aussi les sièges capitaine. Voilà, c'est un plus gros VUS. Ça ressemble quasiment à un palissade là, quand on regarde ça en termes de taille. C'est un peu plus petit quand même, là, quelque chose de comme 5-6 pouces moins long, là. Mais on s'en va jouer un peu dans le territoire du palissade. Et d'ailleurs, on a refusé avec un grand sourire de nous répondre si le palissade allait être plus gros. Donc, on se doute que c'est une tendance qui va se poursuivre là, chez Hyundai, même si on ne l'a pas confirmé. Tout ça pour dire qu'il y a quand même un souci d'aérodynamisme dans tout ça. Il y a quand même aussi un souci là, d'esthétique, pas juste de changer le design, entre autres. Dans les phares en avant, il y a des haches, comment dire. J'ai vu des gens sur Internet le comparer à des os pour chiens dans les phares avant et arrière. C'est pas gentil, ça, parce que moi, je trouvais ça beau. Moi aussi, je trouve ça beau, personnellement, mais écoute, hein, les cyniques vont toujours avoir des commentaires, moi le premier, donc je les comprends, mais moi aussi, je suis quand même d'accord que c'est joli. Même chose à l'intérieur, ça a quand même pas mal changé, outre la troisième rangée, on a aussi un écran incurvé de 12,3 pouces, fait que ça fait vraiment la moitié de l'habitacle, donc ça commence du côté du conducteur avec les cadrans, le panneau d'instrumentation. Puis dans le milieu, on a là, le système d'infodivertissement standard, là, je dirais, là, le même que sur les autres modèles, plus ou moins, là, avec peut-être quelques changements, mais bon. Personnellement, je sais pas à quel point j'aime le système de navigation, mais l'intégration Apple CarPlay est fantastique, donc j'ai pas grand chose à dire. Elle est sans fil sur celle-là en plus, donc bien Oh, sûr, ça, tu devais j'ai être pas grand chose content, à là. dire. Oui, parce que c'est un de mes gros problèmes. On en reparlera bientôt pour mon essai de la Genesis que je conduis, que j'ai conduit la semaine dernière. Il y a un petit point à l'intérieur qui me dérange, c'est l'écran. C'est un écran de 6 pouces, là, 6,6 pouces. C'est un écran tactile de contrôle du système de ventilation puis de chauffage. Moi, ça me gosse un peu, je vais être honnête, là. C'est pas la seule... on contrôle pas tout par cet écran-là. Il y a quand même des boutons là, physiques tout le tour. Mais j'avoue que c'est mon côté peut-être old school, même si j'aime beaucoup les nouvelles technologies. Je préfère quand même avoir des boutons physiques qu'on peut sentir, qu'on peut être certain d'avoir touché aussi. Hein? Des fois, t'es pas sûr si tu l'as vraiment activé ou pas. C'est le problème des écrans tactiles, selon moi. Puis bon, eux, ils se vantent aussi d'avoir mis juste le shifter, là, voyons, le levier de transmission, mais le shifter en arrière du volant. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime pas. Personnellement, c'est un des problèmes que j'ai. J'arrive toujours pour mettre mon bras dans l'appui-bras, puis finalement je fais « Ah non, c'est vrai,
d'une Hyundai, hein, faut que je mette ma main derrière du volant, mais j'imagine que si je possédais ça, si j'étais propriétaire d'une Hyundai, je m'y habituerais, mais bon, quand même, faut pas être trop surpris. Non, mais effectivement, c'est devenu la nouvelle tendance d'avoir des commandes un peu partout, peut-être à des endroits moins traditionnels, même si le levier de transmission original, la plupart des voitures, était directement après le volant. Hein? Toi, tu es trop jeune pour avoir connu ça, mais Ouais, quand même. moi, je m'en rappelle. Mais évidemment, c'est une ergonomie qui n'est pas tout à fait efficace. Et je suis d'accord avec toi pour les boutons physiques. Moi, là, être obligé de passer toujours par l'écran tactile pour aller changer des affaires comme ça, il me semble que c'est dangereux. Tu quittes la route des yeux, tu n'es pas fonctionnel. Je pense que c'est pas une bonne idée au niveau de l'ergonomie, c'est clair. Ben, c'était le gros bémol, entre autres. Moi, ça me fait penser à la Lucid Air qu'on avait essayé, qu'on avait parlé à l'émission, où tout est contrôlé, même jusqu'à l'ouverture du coffre à gants, à travers des écrans tactiles. On n'est pas rendu à ce niveau-là, mais quand même, tu sais, c'est un peu la même philosophie. Par contre, il y a quand même des choses intéressantes qu'on a rajoutées en termes de technologie à l'intérieur, là. Bon, intéressante et peut-être un peu étrange, je le garde pour la fin, mais bon, il y a le siège de relaxation du conducteur, là. Tu peux te coucher et apprécier, là, je sais pas, les sons d'ambiance. Euh, Oui, parce que tu as aussi un choix de son d'ambiance, comme tu en as oui, maintenant dans tous les modèles Hyundai. Là. Oui, voilà, exactement, exactement. C'était pas une blague, là. C'était pas une blague. C'était effectivement des sons d'ambiance du véhicule. Il y a quand même une chose que je suis obligé de dire que j'ai beaucoup apprécié parce que bon, on est toujours à deux, hein, dans ces voyages-là, puis on switch de pilote aux arrêts. Et il y a deux zones de recharge sans fil pour le cellulaire en avant, qui est à peu près à l'endroit où serait ton shifter, justement. Donc, c'est dans l'appui-bras. Puis je suis obligé de dire que c'est bien fait parce que ben il y en a certains véhicules où c'est carrément caché là, ce qui est pas nécessairement mauvais quand on est juste du côté conducteur de pas avoir son cellulaire à portée de main, ça je suis d'accord, mais quand on est passager, c'est pas vraiment pratique de cacher son cellulaire si loin, donc ça le rend un peu inutilisable là, quand on est passager, mais là, ça a vraiment été pensé pour que les deux mettent leur cellulaire en même temps. On l'a utilisé les deux en même temps, ça fonctionne très bien. Puis franchement, j'espère qu'il y a plus de modèles là, qui vont s'en aller dans cette direction-là parce que j'ai trouvé ça très pratique. Ben, c'est une bonne idée, effectivement, parce que tu as raison. Puis si c'est bien fait, en plus, c'est moi, j'essayais une Lexus la semaine dernière. Puis quand je le mettais sur la portion de recharge, aussitôt que je prenais une bosse, mon téléphone bougeait et elle cessait de charger. Alors, c'est important aussi qu'il soit bien pensé. Là. J'ai pas eu ce problème-là de mon côté. C'est sûr que c'est à plat. Entre autres, ben là, je vais parler de la Genesis parce que c'est frais dans ma mémoire, là, mais le Genesis, c'est incliné, donc j'ai eu ce problème-là justement parce que ça allait de l'avant à l'arrière, mais là, vu que c'est plat, on le dépose quand même sur un côté plus stable, là, donc j'ai pas eu ce problème-là, moi, de mon côté. Mais bon. Maintenant, l'accessoire qui, je pense, a fait un peu sourciller, disons, tout le monde, le plateau de stérilisation UV. OK. Et Euh, oui, mais quoi, ça sert à quoi, là? c'est disponible sur le Ultimate Calligraphy, donc on devine avec le nom que c'est le plus haut de gamme, hein, qu'il y a le mot Ultimate dedans, ça aide. Mais c'est au-dessus du coffre à gants, un tout petit plateau qu'on ouvre, là, presque comme le coffre à gants avec un bouton à côté. Ce compartiment-là, il existe sur les autres modèles, il est juste pas UV, et on peut mettre pas mal ce qu'on veut à l'intérieur, on pèse sur un petit bouton, et pendant 10 minutes, il y a des lumières UV qui vont s'allumer là, et qui vont donc détruire 99% des germes, nous dit-on. On nous donnait par exemple nos clés, nos cellulaires hein, qu'on pourrait mettre là-dedans. L'exemple que j'ai trouvé peut-être le plus intéressant, c'est les trucs de bébé, les suces, par exemple, des choses comme ça. C'est peut-être l'exemple que j'ai trouvé le plus intéressant. Mais bon, je l'ai fait. J'ai vu mon cellulaire. Ben, je l'ai sorti. Il avait l'air bien cuit, mais on sent pas vraiment la différence. Hein? C'est ça. OK. J'essaie de comprendre. Oui, c'est vrai, là, pour une suce de bébé que tu as échappé dans le sable, tu l'as passé à l'eau, tu veux t'assurer que bébé ne mange pas de cochonnerie, mais j'essaie de comprendre quelle est l'utilité de ça.
Pas sûr. Écoute, Hyundai nous a juré que c'était vraiment quelque chose que les familles pouvaient bénéficier, que c'était quelque chose qui avait été demandé, qu'on nous avait dit que c'était quelque chose qui était typiquement post-Covid, mais bon, évidemment, je pense pas que ça va être la majorité des modèles vendus qui vont en être équipés, soyons À honnêtes. quand le salon de bronzage portatif, là? Je sais pas, mais écoute, il y a des véhicules qui avaient des petits frigos, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça. Mais il y en a encore. Mais Ah oui, ça, limite, là, un petit frigo, c'est correct. Je veux dire, tu t'en vas tu fais une longue randonnée, tu amènes des trucs à boire, tu le mets là. Petit frigo, c'est correct, tu sais, ça conserve. Et il y a une certaine utilité, puis tu peux mettre plein de choses. Mais des infections, tu sais, je fais pas ça dans la maison chez nous, là, désinfecter mes affaires au UV, là. Euh, eh bien peut-être que tu devrais. Peut-être que je vais commencer à y penser. Faut dire Je- aussi que le marché asiatique, on nous a parlé du marché asiatique aussi, avec cette utilité-là, avec cette fonctionnalité-là, plutôt, qui serait peut-être plus utile dans des pays où c'est peut-être plus culturel de faire ça. Mais bon, écoute, j'avoue que c'est un petit peu là pour la gimmick, là, mais qu'en sais-je? Peut-être que ça va prévenir certaines infections chez les bébés, je vous le souhaite. Si on parle d'une autre chose quand même que moi j'ai trouvé un peu plus intéressant, même si ça aussi a fait sourciller certaines personnes, on a une poignée sur ce qu'on appelle le pilier C, donc le troisième si on veut, là, partant de l'avant. Donc on met son pied sur la roue arrière et on peut se tenir après une poignée pour aller plus facilement sur le toit pour, par exemple, là, ses skis, son kayak, peu importe. Parce que ça aussi, c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé de mettre de l'avant, le côté un peu plus rough, si tu veux, là, du Santa Fe. On a même été faire un très court là, parcours de hors route, mais quand même, on nous a amené en dehors des routes pour nous montrer justement le modèle XRT qui est fait pour ça, qui est, disons, milieu de gamme, qui est un peu l'équivalent ça me fait penser au Wilderness là, chez Subaru, donc milieu de gamme, mais mieux équipé pour tout ce qui est justement en route, là, avec des roues exclusives, des pneus tout-terrain, voilà, et une Ouais. garde au sol plus grande. Il faut Petite que je traduise anecdote, les documents qu'on nous a donnés. Petite anecdote concernant le XRT et la fameuse poignée. Moi, j'ai vu ce véhicule-là dans les salons de l'auto et non pas dans son habitat naturel. Et évidemment, j'ai voulu tester la fameuse poignée en question. Sauf que le XRT a, tu l'as mentionné, une garde au sol plus haute, des pneus plus hauts, des pneus tout-terrain. Et avec ma souplesse légendaire, j'ai pas été capable de prendre la poignée et de mettre mon pied sur le dessus du pneu comme Évidemment, tu as compris que pour moi, c'était pas un problème. non, c'est ça. Mais bon, on a quand même 7 pouces de différence en hauteur. Alors, mais non, c'est ça. C'était pas très gracieux, mon affaire. Ça fonctionne, là, c'est solide en masse, mais c'était pas très gracieux, mon affaire, je te le dis. Là. Ben, écoute, je pense que c'est pas très gracieux pour personne, même quand on est capable de monter dessus. C'est clairement pas fait pour être utilisé très souvent ou même par la majorité d'entre nous, parce que je sais pas quand est-ce que toi tu mets des choses sur ton toit, mais si on n'est pas amateur de plein air, disons que c'est un peu plus rare, là. Et j'ai un petit peu de difficulté à voir au mois de janvier, après un verglas, de quelle façon on va casser la glace pour être capable d'aller chercher cette poignée-là qui est littéralement au ras de la carrosserie. Là. Elle est encastrée, oui, puis il y a une barreur aussi à l'intérieur là, pour éviter qu'elle s'ouvre Ah, c'est bien pendant ça. qu'on roule, donc Bonne idée. c'est quand même bien pensé. Justement, je pense que ça va être utilisé peut-être plus souvent que le plateau de stérilisation, mais peut-être moins souvent que d'autres accessoires. Peut-être moins souvent que la double recharge à l'avant. Mais Probablement. si on parle du moteur, parce qu'il va y avoir deux moteurs, moi j'ai juste eu la chance d'essayer le moteur thermique, mais il va y avoir un moteur hybride, donc je l'ai pas essayé, je peux pas vraiment en parler plus là, mais il va arriver cet été, on parle de 231 chevaux, celui que moi j'ai essayé c'est 277 chevaux, on parle de 271 livres-pieds de couple pour l'hybride, moi celui que j'ai essayé c'est 311 livres-pieds. Étrangement, l'hybride, c'est le moteur de base. Hein? Il me semble que d'habitude, c'est un peu l'inverse qu'on voit. Aux Mais de États-Unis, on plus fait le en plus, contraire.
Aux États-Unis, ils ont fait exactement le contraire. Les hauts de gamme sont hybrides et les entrées de gamme sont thermiques. Chez Ah nous, on ouais. a joué la carte hybride en premier. Ah ouais, Ouais. j'avoue que ça, c'est très drôle parce que je le savais pas. Puis en fait, même, je dirais que c'est plus standard, là, même si on voit ça de plus en plus, des véhicules, disons, on charge un peu plus pour permettre d'avoir comme j'ai dit souvent, le vroom vroom d'un moteur thermique, le feeling, le dynamisme qui est un peu particulier. Mais bon, dans ce cas-ci, jusqu'à l'été au minimum, ça va seulement être la version thermique qui va être disponible. Donc, là, on peut avoir là, la version XRT, Luxury et Ultimate Calligraphy. Si on va dans les prix, hein, c'est quand même pas si mal. La version Preferred commence à 40 000, 41 000, disons, plus 2 000 de frais de transport et préparation. La version Ultimate Calligraphy, on est à 53 500 plus 2 000 de frais de transport et préparation. On est dans la moyenne pour la catégorie, là. Oui, effectivement. C'est même assez compétitif, je te dirais, compte tenu de la longue liste d'équipements qui arrivent et quand même du coffret UV de désinfection. Euh, Bien sûr, je pense que ça, c'est pas inclus. Je pense que ça, c'est en option. Mais moi aussi, ma réaction, ça a été, ben, mon Dieu, c'est pas si mal, hein? Puis, écoute, c'est sûr que c'est pas un véhicule de luxe, mais on a clairement voulu jouer la carte d'un véhicule de luxe, hein? Juste le look. Quand vous me donnerez votre opinion sur notre page Facebook d'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'on a des nouvelles très importantes sur notre page Facebook. Mais tout effectivement. ça pour dire, sur notre page Facebook, vous me donnerez votre opinion, mais moi, j'ai des airs de Land Rover, là. J'ai des airs de Defender là-dedans, là. C'est assez évident. Clairement, il y a le look Defender, la partie très carrée à l'arrière d'ailleurs, qui a été conçue pour maximiser l'espace de chargement. Parce que ce qu'ils disent, c'est que quand c'est fait en rond, bien évidemment, tu peux pas mettre une boîte, là. Tu perds trop de place. Alors, ça a été entre autres pensé pour ça à l'intérieur, mais c'est typiquement Defender, effectivement. Moi, je trouve ça magnifique. Honnêtement, je l'avais mis. Si tu te rappelles, quand on a fait les voitures qu'on a le plus hâte de conduire cette année, le Santa Fe en faisait partie parce que je trouve ce véhicule-là absolument superbe. Ben, écoute, j'avoue que je dois avouer que jusqu'à date, Hyundai a été assez constant de mon côté en termes de produits. Je veux dire, peu importe ce que j'ai essayé de leur côté, ça a toujours été à un prix relativement compétitif, puis des choses qui étaient, ben, somme toute, correctes, hein, Ouais. comme pour la conduite. Écoute, est-ce que c'est la chose la plus puissante que j'ai jamais conduite de ma vie? Pas du tout. Mais c'est pas le but. Mais c'est ça, exactement. On est dans quelque chose qui va être stable, on est dans quelque chose qui est ben, assez lourd, là, on va être honnête. Hein, c'est pas quelque chose de très agile, mais peut-être un peu plus agile que la taille pourrait le laisser croire même, parce que, bon, on était sur la Sunshine Coast, puis les routes là-bas sont non seulement un peu étroites, sont souvent pleines de pluie et sont disons, pleine de courbes aussi. Elles montent, elles descendent, elles vont de tous les côtés. Et j'avoue que j'ai pas eu trop de problèmes avec autant la direction que la suspension que... Ben, écoute, après ça, les pneus, l'adhérence, c'est sûr que c'est une histoire de pneus, mais malgré tout, j'ai pas vraiment eu de problème avec la stabilité du véhicule. Fait que, écoute, c'est ce qu'on veut quand on a quelque chose de familial comme ça. Même chose dans la partie hors route. J'avoue que je sais pas si j'amènerais 7 personnes avec moi faire du hors-route, là. C'est peut-être un choix particulier, mais même dans la partie, entre guillemets, hors-route, il y avait des nids de poules, disons de la taille proche de chez moi sur des carrés, là. Puis, ça a quand même bien tenu la route. Encore une fois, les suspensions, surtout, là, dans ce cas-là, écoute, on le sentait, là, mais c'était moins pire que ça aurait pu être. Disons ça comme ça. C'est sûr que c'est pas un véhicule qui est vraiment fait pour aller dans le désert, là. Mais pour ce que c'était, ça faisait amplement la job. Puis je pense que c'est pas mal comme ça que je finis toutes mes critiques de modèle Hyundai, hein. Ça fait la job. Puis c'est offert à un prix que je trouve relativement abordable. Dans le fond, les gens de Hyundai nous ont dit que eux, là, leur public cible qu'ils avaient en tête, c'était des jeunes familles ou des parents de tous âges. C'est ce qu'ils ont dit. Donc, en gros, déjà
des gens comme vous, hein, donc des empty nesters bon, vous êtes encore, vous êtes pas encore à la retraite, mais bon, moi je suis plus chez vous. Donc c'est un petit peu ça qu'on vise, un peu plus haut de gamme peut-être là que Kona, Tucson, mais quand même pas au niveau là, du palissade en termes de taille et tout ça. Donc écoute, ce que j'ai à dire au bout du compte, je pense que je le répète, c'est un bon choix à un prix quand même assez abordable. Si vous faites l'essai et que vous dites, moi, c'est un véhicule dont j'apprécie la conduite, je pense pas qu'on peut vraiment être ben déçu. Là. Ça consomme beaucoup, je vais le dire. Ben, pas beaucoup, mais 10,6 litres en combiné pour la version thermique. Ça ne consomme pas nécessairement beaucoup, mais si on le compare avec le 6 litres annoncé pour la version hybride, je me dis peut-être que moi j'aurais plus tendance, mais bon, écoute, pour cette catégorie, c'est pas énorme non plus. Là. Non, c'est quand même un gros véhicule pesant, puis comme tu dis, qui est fait beaucoup pour l'aventure, parce qu'on mise toujours sur ça. Là. Fait que, ben écoute, honnêtement, je suis presque jaloux que tu l'aies essayé. J'ai bien hâte de mettre la main au volant de ce véhicule-là, et je le ferai dès que j'en aurai l'occasion. Et je te dirai si je partage ton opinion enthousiaste ou pas. D'ici quelques semaines, ben oui, ben dans le fond, difficile de pas être enthousiaste quand on me donne pas de raison de pas l'être. Hein? Non, non, C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça le principe. Les phares sont un peu bas en arrière. Ouf, hey, ça, c'est du défaut, ça, monsieur. Oui, en effet. On est quand même dans des détails rendus là. Écoute, avant de passer à tes nouvelles, à des nouvelles, je vais te parler rapidement d'un petit produit que j'ai eu l'opportunité d'essayer au cours des derniers mois. Et comme on s'en va bientôt là, faire l'entretien de printemps de notre véhicule et on va faire changer des pneus, c'est le temps d'en prendre soin. Le produit s'appelle ITECT, I-T-E-K-T. OK? C'est un revêtement en nanocéramique pour les pare-brises. Souvent, là, on a vu des trucs là, qui se vendent 25, 30, 40 dollars que tu mets dans le pare-brise, ça fait perler l'eau et ça fonctionne bien, mais ça a une durée de vie assez limitée. Or, le e-tech nous promettait 12 mois d'usage. On l'a installé à l'automne dernier et honnêtement, ça fait 6 mois, puis c'est comme s'il était encore neuf. L'eau perle tout l'hiver, en fait. Ça a été super facile d'enlever la glace, d'enlever la neige. Il n'y a rien qui collait. La vision était parfaite. Et encore, au cours des derniers jours, on a essayé avec de l'eau et l'eau continue de perler. Tu n'as à la limite presque pas besoin des essuie-glaces quand tu es sur autoroute parce que l'eau s'en va d'elle-même. Honnêtement, c'est un petit peu compliqué à installer. Ça demande 1 heure et demie, là, je dirais, de travail pour être capable de l'installer comme il faut. Il y a toute une procédure. Il y a des vidéos d'explication. Ça se vend une cinquantaine de dollars. Et écoutez, bon, on avait deux véhicules. Là. On en a fait un au complet. Il en restait un petit peu. On a décidé d'en mettre sur l'autre. L'autre continue d'être encore un peu efficace, mais pas mal moins. Hein? Mais celui qu'on a fait au complet comme il faut est parfaitement efficace. Oui, ça prend 1 heure et demie. Oui, c'est un peu de travail, mais ça vaut la peine. Ça s'appelle ITE-Coté. Pour une cinquantaine de piastres, vous allez beaucoup apprécier. Je vous disais, il nous disait 12 mois. Moi, ça fait 6 mois et c'est comme si c'était neuf. Donc, ça vaut vraiment la peine de l'essayer. Et il ne nous commandite pas. Pas du tout, là. C'est rien de commandité, là. C'est un essai qu'on a fait pur et simple. Et ça fonctionne parce qu'on avait j'ai déjà fait l'essai. J'en cache pas, là, on peut les nommer. Là. La Coappel, entre autres. Ça va très bien, mais ça dure 1 mois et demi. Puis après ça, ça commence déjà à perdre de ses propriétés. Alors que celui-là, jusqu'à maintenant, il est toujours fonctionnel 6 mois plus tard. Donc, ça vaut quand même la peine de le souligner quand on a un produit qui fonctionne bien. Du côté des nouvelles, on ne pouvait pas passer sous silence le budget Girard présenté la semaine dernière. 2 mesures qui touchent particulièrement les automobilistes. 3 si on est un mauvais payeur. La troisième, je t'en ai pas parlé, c'est que si jamais tu as une pension alimentaire à payer et que tu ne la payes pas, le gouvernement se donne le droit de te retirer ton permis de conduire. Bon. Bah, écoute. Moi, j'ai pas de pension alimentaire, t'es rendu assez vieux pour être autonome. Puis toi, t'as pas d'enfant à part ton chat. Fait que ça Pas ne de pension alimentaire pour lui, hein? Non, c'est ça, ça ne nous concerne pas vraiment, mais c'était quand même une mesure. Deuxième mesure, parce qu'on va parler de la plus importante à la fin. La deuxième mesure, c'est celle qui touche les voitures d'occasion. Quand on achète une voiture de plus de 10 ans et qu'on va à la Société d'assurance automobile,
Comme ils n'ont pas de prix de liste pour cette voiture-là, tu pouvais dire que tu l'avais vendue une pièce, littéralement, ou très peu cher, et tu n'avais à peu près pas de taxes à payer dessus. Aujourd'hui, cette liste-là va s'étirer jusqu'à 14 ans au lieu de 10 ans. Ça a l'air de rien, mais c'est super important. Le gouvernement pense qu'ils vont ramasser 660 millions de dollars en 5 ans avec cette mesure-là. C'est pas rien. Écoute, évidemment, le premier principe, c'est que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on paye une taxe sur un bien qui a déjà été taxé. OK? Tu achètes une auto, l'acheteur original a déjà payé les taxes de vente. Quand tu le revends, pourquoi tu devrais payer la même taxe? Bon, j'ai un petit problème avec ça. Une fois ceci dit, ça c'est réglé. De toute façon, c'est pas un combat que j'ai envie de mener. Là, il est déjà mené. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est rendre un peu plus équitable ce genre de vente-là. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, il y a 10 ans, tu achetais un véhicule de 10 ans, il valait 200$ dans la réalité. Puis tu n'étais pas sûr que tu étais pour sortir de la cour avec. Aujourd'hui, un véhicule de 10 ans est encore bon pour 5 ou 6 ans facile. Et le prix des voitures d'occasion a tellement augmenté. Tu sais, un Honda CR-V 2013 aujourd'hui se vend encore 16 000 $. Puis on ne parle pas d'un véhicule de luxe, là. On parle d'un Honda CR-V. Alors, je pense qu'il est normal que toutes les règles s'appliquent à ces véhicules-là aussi. Donc, c'est plate, ça va nous coûter plus cher, mais ça étire à 14 ans la liste. Et la troisième mesure, et ça, William, je veux t'entendre là-dessus, c'est bien entendu la fin des aides financières pour l'achat des véhicules électriques. Fin qui est progressive, hein, on va se le dire. Cette année, c'est complet. L'an prochain, on diminue à 5 000 à 4 000, je Donc pense. à 4 000 oui. 4 000 puis la troisième année à 2 000 et à partir du 1er janvier 2027, il n'y en a plus. Important de souligner qu'il faut que votre voiture soit immatriculée au 31 décembre 2024 pour profiter de la totalité. Donc, ce n'est pas juste de la commander là pour l'avoir en janvier prochain, ça ne marche pas. Vous devez donc l'immatriculer avant la fin de l'année pour avoir le droit, mais il n'y aura plus d'aide financière pour ça, ni pour les hybrides rechargeables qui actuellement ont 5 000. L'an prochain vont tomber à 2 000 et l'année suivante à 1 000 $. Alors, évidemment, le gouvernement dit on pense que l'élan est assez donné pour l'achat des voitures électriques. On n'est pas obligé d'y aller de façon financière pour donner un coup de main. T'en penses quoi, William? Je suis un peu mitigé là-dessus. D'un côté, ça me fait bien rire qu'on dise « Ah, on trouve que l'élan est assez donné », quand il me semble que dans les derniers mois, les articles qu'on voit, les études qu'on voit, c'est beaucoup plus du genre « Ah, ben il y a un ralentissement du taux d'adoption des véhicules électriques, surtout dans un monde où on vise le 100% dans une décennie, là, ou presque. J'avoue que je trouve ça un peu étonnant qu'on se justifie comme ça. Mais de l'autre, c'est sûr que dans un monde où justement on vise le 100% véhicule électrique, on peut pas donner 7 000 $ à tout le monde qui s'achète un char. Là. Comme ça, éventuellement, je suis d'accord que va falloir que ces subventions-là se terminent un jour. Maintenant, en 2027, je trouve que peu importe son opinion du plan d'électrification du gouvernement du Québec, c'est pas en lien avec ce plan-là. Non. Ça n'a aucun rapport avec le plan d'électrification des transports du gouvernement. Donc, au le minimum, ça aurait été de, je sais pas, moi, à la limite, tu me dis 2029, 0 en 2029, et ça se fait aux 2 ans à la place d'11 ans. Déjà, j'aurais trouvé que c'est une mesure qui est beaucoup plus appropriée, compte tenu de leur plan d'électrification actuel. Là, j'ai l'impression qu'ils abandonnent un peu. Là. C'est un petit peu le feeling que ça me donne personnellement, même si je comprends qu'on peut pas continuer à donner ça pour le restant de l'éternité. Là, la question qu'il va falloir se poser, cependant, puis c'est l'avenir qui va nous le dire, c'est est-ce que les manufacturiers vont suivre? Et là, je m'explique. On a assisté depuis quelques semaines, quelques mois, tu l'as dit, à des articles aux États-Unis, entre autres, où les ventes de véhicules électriques sont à la baisse, stagnent un peu. Bon, même chose un peu chez nous. Mais certains manufacturiers ont fait des baisses de prix importantes. Ça a été le cas de Tesla, notamment. Ça a été le cas de Ford avec la Mach-E, dont à peu près toutes les versions maintenant sont admissibles à l'aide financière. Et récemment, au cours des derniers jours, c'est Chevrolet qui a fait la même chose avec le Blazer électrique,
qu'on a baissé jusqu'à 6 000 dans certains cas pour être en dessous du seuil maximal de voitures électriques. Et là, ça amène la question, est-ce que dans le fond, cet argent-là, c'était pas une façon de subventionner les manufacturiers qui en profitaient pour gonfler les prix en disant, c'est pas grave, ils vont avoir 12 000 de rabais. Est-ce que ça va les forcer à abaisser les prix et à devenir plus compétitifs, d'autant qu'on le souhaite, au cours des 2-3 prochaines années, on va multiplier les modèles électriques. Là. De plus en plus, il y a des usines. Hyundai a une usine en fabrication en Géorgie qui doit commencer sa production au début de 2025. Volkswagen est en train de construire une usine en Ontario. Chrysler est en train de moderniser son usine de Windsor pour fabriquer, entre autres, la Dodge électrique. Il y en a plein comme ça qui sont en train de changer leurs usines. Est-ce que ça va, l'arrivée plus massive de modèles et l'impact de l'abolition des aides financières va réussir à faire baisser le prix? Évidemment, c'est peut-être de prendre un peu mes rêves pour des réalités parce que le Québec n'est pas très important en termes de marché. Mais s'il y a d'autres marchés plus importants, et je pense ici à la Californie, qui adoptent le même genre de démarche, ça pourrait avoir un impact à la baisse sur le prix. Tu penses pas? Ben, d'un côté, il y a déjà aucune subvention pour les véhicules électriques dans la grande majorité du marché nord-américain. Donc, je sais pas à quel point l'impact de, effectivement, comme tu dis, du Québec ou même de la Californie, qui est, je l'admets, un très gros marché, je ne sais pas à quel point cet impact-là il est aussi grand que la deuxième variable que tu as nommée, qui est justement la plus grande variété. Là, je pense que quand la compétition va être plus grande, je pense que là, c'est ça qui va forcer les manufacturiers à baisser leur prix. Puis l'exemple que j'ai en tête, c'est les télés un peu, là. Puis d'ailleurs, ça m'amène à un autre des points que tu m'avais mentionné, les gens qui se sont achetés des véhicules, puis que là, les prix baissent après, puis là, ils vont dire, ben là, c'est plate, je veux acheter mon véhicule avant quand c'était plus cher, et là, en plus, maintenant, les gens vont avoir un véhicule moins cher et ils vont continuer à avoir les subventions que moi j'ai eu droit. Ben, check, si tu t'es acheté une télé 3D à 2500 $, là, quand c'est sorti, là, puis que finalement, la technologie 3D, ça a pas pogné, ben, je sais pas, écoute, oui, c'est plate pour ces gens-là, mais j'ai tellement de la misère à être contre subventionner les véhicules électriques dans le cadre du plan du gouvernement et de baisser les prix parce qu'on s'entend que c'est nécessaire, que j'ai de la misère à me dire que on devrait l'abolir, dans le sens que, ok, je vais donner les chiffres du gouvernement qui m'amènent à dire ça. Eux, ils veulent 2 millions de véhicules électriques sur la route en 2030, ok? En ce moment, il y en a 200, ben en janvier dernier, donc peut-être il y en a plus en ce moment, il y en a à peu près 250 000 On a un sur petit bout de 2 chemin à millions. faire. Ben c'est ça. Fait que, est-ce que dans l'espoir que les manufacturiers baissent leur prix, on devrait retirer un de nos programmes les plus performants? C'est ça la question que je me pose. Un peu dans l'espoir, comme tu dis, que les manufacturiers nous donnent ça. Donc, c'est peut-être le cynique en moi qui pense pas que ça va être aussi simple que de dire « Ah, ben là, regardez, messieurs les manufacturiers. » Mais j'ai de la misère à être pour cette mesure-là avant, ben, peut-être 2030, justement, là. Écoute, je vais être franc avec toi, je suis convaincu que ça va faire planter les ventes. Convaincu que les ventes de véhicules électriques au Québec vont baisser de façon marquée. Et on n'en a pas parlé, mais il faut rappeler que le gouvernement fédéral avait, depuis le début, annoncé que le 1er avril 2025, ou avant, si les fonds sont écoulés, le programme fédéral va être fini aussi. Donc, ça voudrait dire ultimement qu'il n'y aurait plus d'aide du tout, là. Fait que, en tout cas. Ben, c'est génial. On a passé les dernières années à tout créer ce marché-là pour que quand enfin les gens, disons de la classe moyenne et voire peut-être un peu plus bas que la moyenne, puissent en profiter, ce qui mènerait selon moi à la plus grande démocratisation des véhicules électriques, ce qui semble être le but du gouvernement, ben là, on enlève les programmes. C'est un peu la vision que moi j'ai. On vous l'a laissé quand c'était des véhicules à 80 000, ben c'était 70 et moins, là, peu importe, là, mais on vous l'a laissé quand c'était des véhicules plus chers, mais là, maintenant qu'on s'en va vers des véhicules de moins en moins chers, ben on fera pas profiter les gens qui pourraient en profiter maintenant. C'est le feeling que ça me donne. Je suis d'accord avec toi. Alors, mon cher, je te laisse le micro parce que je sais que, comme d'habitude, tu nous as trouvé des nouvelles absolument spectaculaires. Ben, je commence quand même avec quelque chose de sérieux, même si je vais pas t'en parler longtemps parce que c'est encore sur les électriques, mais Jaguar, termine sa production
de véhicules, puis pas juste de véhicules à essence, mais toute sa ligne pratiquement va être complètement arrêtée d'ici juin. Ben voilà, ils vont recommencer d'ici 2025-2026 en mode 100% électrique avec des modèles qu'on n'a même pas encore vus encore, donc ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont faire. Surtout que ce que la rumeur qui circule veut que Tata Motors, qui est propriétaire de Jaguar, veulent scinder la compagnie Jaguar Land Rover et garder Land Rover, mais vendre Jaguar à une compagnie chinoise. Alors, ça risque d'être... En tout cas, la seule affaire que je peux te dire, c'est que si j'étais concessionnaire Jaguar, je ne serais pas nécessairement content. Voilà, c'est là-dessus qu'on va terminer cette nouvelle. Mais en tout cas, enfin, un manufacturier qui fait vraiment ce qu'il dit qu'il va faire. J'imagine, il avait dit qu'il allait le faire en 2025. En même temps, faut pas être trop surpris. Ils le font en 2025, mais écoute. Mais ça aurait pu se faire progressivement, tu sais. Oui. Il n'y a rien comme d'y aller doucement dans la vie. J'ose espérer qu'ils se sont fait dire à l'avance, mais j'ai un petit feeling que non. Tout ça pour dire, j'ai des nouvelles un peu cocasses. Ça, tu l'as peut-être vu passer, mais il fallait que j'en parle. C'était dans une rencontre communautaire au centre civique d'Etobicoke, dans l'ouest de Toronto. Et il y a quelqu'un de la police de Toronto qui a dit, pour éviter des confrontations violentes avec les voleurs, mettez votre clé d'auto sur le bord de la porte. Ils veulent juste prendre votre auto, donc donnez-leur votre clé de char. Comme ça, vous allez être en sécurité. Écoute, c'est exactement le contraire de tout ce qu'on dit depuis des semaines et des mois. Cachez votre clé dans une boîte de Faraday le plus loin possible de la porte. Lui a décidé que c'était pas nécessaire. En tout cas, j'ose espérer qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont écouté. Parce que, bon, il faut quand même rappeler que tu vois, les vols d'auto ont coûté en 2022 372 millions aux compagnies d'assurance, soit une hausse de 54%. Ben écoute, en 10 ans, donc on a dit 2013 à 2023 à Toronto, ça l'a plus que triplé le nombre de vols de véhicules. Je comprends, t'as même pas besoin de te forcer. T'as juste à demander la clé du char et tu pars avec. Même la police est d'accord. ça me peine de donner à Doug Ford quelque chose, mais j'avoue que son commentaire en disant ben oui, on va leur donner du lait et des biscuits aussi, m'a bien fait rire. Je l'avais pas entendu celle-là. Mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, hein? C'est pas le conseil de Godshot. Non, vraiment pas. Maintenant, du côté de chez Subaru, je sais pas, ça aussi, quand même, là, ça a fait le tour un peu parce que c'était assez étrange. Du côté de chez Subaru, on a demandé une marque de commerce aux États-Unis, donc le bureau des marques de commerce, là, peu importe, aux États-Unis. On a demandé 12 noms, à réserver 12 noms pour Subaru. Donc, on en a déjà des un peu drôles, là. Wilderness, ça va, c'est drôle. Ascent, hein, Legacy, c'est un petit peu drôle. Mais là, celle-là, ces noms-là, là, ça dépasse les limites. Donc, on a le Accomplice, Ouf. le Everguide, le Everpass, le Getaway. Ah, ça, tu vois, déjà, c'est pas... Ben, pour un nom de version, je te dirais, ça pourrait être intéressant. Oui, on sait pas, hein, on sait pas ce que ça va être. Ça peut être des modèles, ça peut être des versions, ça peut être... On le sait pas. Ça peut même être un ensemble de garnitures qui fait absolument rien, là, tu sais. On le sait pas, mais quand même, Getaway, c'est probablement le moins pire. Mais le High Road, le High Trail, le Outsider, OK. le Trailhead, le Trail Seeker, le Trailwind et finalement le Viewfinder. Moi, j'aimerais ça assister à une réunion où les gars ont eu l'idée. Tu sais, le brainstorming pour trouver ces noms-là. Là. Ah, il était sur le high road, hein? C'est ce que tu dis, hein? Ouais, tu peux enlever le mot road, je pense. Outsider, moi, ça me fait juste penser au roman là, qui s'appelle comme ça, là. Stay Gold Pony Boy. En tout cas, j'avoue que à part Getaway, là, je sais pas, peut-être High Trail. C'est ce que j'étais pour te dire, le High Trail, ça ressemble un peu à ce que les autres ont fait, là. Il y en a d'autres, des trails, machin.
un peu partout, là. Mais tu sais, les noms de voitures, William, moi, je m'excuse. Moi, là, depuis que Buick nous a sorti la Buick Lacrosse, déjà, ça m'a mis un peu, hein. Et en plus, le modèle spécifique, c'était Avenir. Fait que t'avais Uh-huh. une Buick Lacrosse Avenir. Évidemment. Ça n'a pas duré beaucoup. Ben, écoute, on espère que Subaru va pas tous les utiliser, hein, parce que c'est pas parce qu'ils l'ont réservé qu'ils vont vraiment les utiliser, mais s'il vous plaît, pas Viewfinder, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça, non, ça a l'air de. Hey, Viewfinder, c'était pas comme ça que ça s'appelait, tu sais, les petites affaires qu'on avait quand t'étais jeune? Oui, puis ça tourne, là, c'est Ça une roue, là. C'est oui, exactement ça. Les petites jumelles que tu tournes, là, oui, c'est oui. Que exactement t'avais des ça. photos de la Tour Eiffel puis de la Statue de la Liberté, là, oui. C'est exactement ça. Donc, peut-être qu'il va y en avoir un de Subaru, hein? Qu'est-ce Peut-être. qu'on en sait? Toi, t'es un fan de whisky dans la vie? Oui. T'es-tu un fan de Bentley aussi? Oui. Parce que, imagine si Bentley faisait un whisky. Bon, ben, c'est pas la première fois qu'ils en font un, hein? Ils ont quand même une collaboration avec Macallan depuis quand même quelques années, là. Ça fait un petit bout. Et ben, Macallan, en tant que tel, a quand même une longue histoire. Et pour célébrer, justement, le 200e anniversaire de la distillerie, Bentley a participé à la création du Macallan Horizon. Donc, dans une bouteille faite à partir de matériaux recyclés, donc du cuivre et de l'aluminium, du cuir aussi, du bois, tout ça fait à partir de matériaux recyclés de chez Bentley, pour le prix de 51 275 US. Ouf. OK. J'étais pour te dire, ma fête s'en vient, mais je vais laisser faire. Non, mais écoute, il a quand même été distillé et ensuite placé dans des barils de chêne hein, qui avaient contenu du sherry et il aurait des arômes de prune, nous dit-on, et de cerise noire. Mais je ne le saurais pas. Je te le dis tout de suite, Moi là. non plus. Ça va prendre un solide hasard pour que je découvre si effectivement c'est vrai ou pas. Peut-être, hein, on sait jamais. On a souvent des opportunités étranges hein, avec certaines compagnies de voitures, mais j'avoue que le whisky à 50 000, va falloir qu'on ait toute une opportunité. Ouais, ça non, je vois pas ça dans un avenir rapproché, c'est sûr. Non, non, je ne crois pas non plus. Puis finalement, ma dernière, mais non la moindre nouvelle, hein, la fameuse Renault 5 qui s'en vient, ben, il va y avoir plein d'accessoires pour la Renault 5. On parle de 106 accessoires qui vont être disponibles, notamment un porte-baguette. Un porte-baguette. Ben, c'est des Français. Sérieux, là. Ah oui, 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 oui. On parle d'un pain-baguette, là. Absolument. Non, moi, si tu Absolument. m'avais dit un support à baguette chinoise parce qu'ils veulent le vendre au marché asiatique, limite, parce que c'est tout petit puis ça aurait pu, mais un porte-baguette. Pas du tout. Je viens de t'envoyer la photo. C'est un panier. Si j'ai bien compris, c'est pas vraiment fait en tissage comme ça, là, en macramé, là. C'est plutôt du plastique imprimé en 3D, si j'ai bien compris. Mais c'est vraiment un panier à baguette dans sa Renault 5. Ça, je vais mettre ça sur notre page Facebook. C'est sûr. Ben, parlant de page Facebook, quelle belle transition vers la fin de cet épisode, parce que justement, on voulait vous dire qu'il y a des changements qui vont arriver sur notre page Facebook, ou devrait-on dire peut-être nos pages Facebook, hein? Donc, on a 2 pages Facebook pour le moment qui s'appellent toutes les deux Gotchard Podcast. Et là, on va refaire un peu notre image sur les médias sociaux. On va rendre ça plus facile pour tout le monde. On a un nouveau logo aussi hein, qu'on va mettre dans les prochains jours. En fait, il est Puis, déjà rendu sur la page Facebook que l'on veut conserver, le nouveau voilà, logo. c'est ça. Fait que oui, effectivement. Tout à D'ailleurs, je fait. dois le dire, c'est toi qui s'est occupé de travailler avec la personne qui a refait ce logo-là. Très simple, mais qui nous représente très bien. Donc, sur la page Facebook, comme tu l'as dit, on l'a changé. Et parce qu'on va préciser qu'on n'a jamais été capable avec Facebook de jumeler les 2 pages, malheureusement. Effectivement. Puis d'ailleurs, ce que je cherchais, puis la raison pour laquelle j'ai coupé ma phrase un peu de façon malencontreuse, c'est plutôt l'URL. Hein? Donc, je vais vous confirmer l'URL. La bonne page Facebook, c'est facebook.com/Gotchard Podcast. Donc, le mot podcast complet. Si vous êtes sur Gotchard Pod seulement, c'est pas la bonne. Je répète, la bonne, c'est Gotchard Podcast. Facebook.com/Gotchard
Podcast. Vous devriez voir notre nouveau logo. Il est pas mal plus beau que l'ancien, si tu peux me permettre. Désolé, c'est toi qui l'avais fait sur comme Paint, là. C'est pas moi qui Non? l'ai fait, là, mais en tout cas, c'est pas Pas grave. toi? Mais oui, effectivement, donc, on vous invite, si vous êtes membre de la page, de l'ancienne page, pas celle qui a le nouveau logo, on vous invite à aller aimer la nouvelle page parce que d'ici quelques jours, semaine ou deux quand même, là, on va faire disparaître l'autre page, on va la supprimer parce que il y a beaucoup trop de confusion et on ne fait que publier en double, en fait, la même chose. Donc, on va évidemment vous demander d'aller aimer notre page avec le nouveau logo. L'autre, on va la supprimer. Et on vous invite bien sûr à nous suivre, même sur TikTok, hein, Gotcha Podcast, on est là. Bon, j'ai posté une vidéo, mais quand même, on va éventuellement en avoir d'autres. On va aussi modifier les logos un peu partout sur toutes les plateformes. Évidemment, on vous invite à nous suivre là-dessus. On vous invite aussi à vous abonner, bien entendu, à Gotcha, qui est disponible sur toutes les plateformes, Spotify et autrement. Sur YouTube aussi, vous n'avez pas la vidéo, mais vous avez l'audio. D'ailleurs, on a de plus en plus de gens qui nous disent qu'ils trouvent ça intéressant de l'avoir là-dessus. Donc, on vous invite à vous abonner, à nous faire parvenir vos commentaires. Si vous avez des questions, bien entendu, c'est possible de le faire parvenir par courriel aussi. L'adresse, c'est godchar.podcast@gmail.com si jamais il y a des questions particulières. Alors, mon cher William, sur ces belles paroles et sur ces nouvelles hautement scientifiques que tu nous as dévoilées, j'avoue que je retiens pas mal le panier à baguette, là, je suis obligé de te le dire. C'est pas pire, hein? C'est pas pire. C'est vraiment très bon. Alors là-dessus, mon cher, je te souhaite une bonne semaine et on revient la semaine prochaine. Non, pas vrai. Pas la semaine prochaine, au moins dans 2 semaines, parce qu'on a pris l'habitude de diffuser aux 2 semaines maintenant. Donc, Exact. Ça devrait être dans 2 semaines. Et si vous avez eu un petit peu de retard avec cet épisode-ci, c'est pas de la faute à William, mais c'est à cause de lui, parce qu'il y avait un embargo pour la date de publication de l'essai du Hyundai Santa Fe. Et comme c'est une nouveauté, on voulait vraiment être au tout début de la publication. Donc, on a préféré retarder d'une couple de jours l'épisode plutôt que de vous priver de ça et de le retarder d'une couple de semaines. Exactement. Alors là-dessus, mon cher, je te souhaite bonne route. À la prochaine. Gotchard est une production de l'agence MWA Bouchard, à l'animation Marc et William Bouchard, au montage sonore Audrey Denomé et pour la musique thème Kevin MacLeod.